La pluie glaciale de novembre s'abattait sur la ville, une bruine qui s'infiltrait sous les vêtements, jusqu'à l'âme. Pour Alice, chaque goutte était un rappel de sa condition. À 23 ans, elle vivait dans un minuscule 2 pièces au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur, dont les murs fins comme du papier laissaient passer les disputes des voisins et une odeur permanente de choux trop cuits. Ce soir-là, Alice rentrait de son 2e job de la journée, serveuse dans un café où le patron oubliait souvent de payer les heures sup. Le premier, femme de ménage dans un grand hôtel, lui laissait les mains rêches et le dos en miettes. Les 2 paix réunis suffisaient à peine pour le loyer et la nourriture pour elle et sa colocataire, Léa. Léa était affalée sur le vieux canapé quand Alice entra, trempée jusqu'aux os. Une petite assiette avec une moitié de sandwich attendait sur la table. « T'as mangé ?» demanda Alice en retirant ses chaussures gorgées d'eau. Léa leva les yeux de son livre. « Je t'ai gardé ta part. C'est tout ce qui reste. Mauvaise nouvelle, le supermarché réduit les effectifs. Je bosse pas demain. » Le cœur d'Alice se serra. Une journée de salaire en moins, c'était un nouveau gouffre dans leur budget. Elle regarda le sandwich. Sa faim, qui la tiraillait, venait de s'évanouir, remplacée par une boule d'angoisse. « Mange-le, Léa. T'en as plus besoin que moi. J'ai grignoté un truc au café avant de partir. » C'était un mensonge, un de ceux qu'Alice sortait souvent pour que Léa, plus fragile, tienne le coup. Léa la fusilla d'un regard suspicieux, mais la faim l'emporta. Alice s'approcha de la fenêtre. En bas, la rue était déserte. Un chat errant, qu'elle avait baptisé Grisou, s'abritait sous un porche. Sans réfléchir, Alice prit le bol de lait qu'elle gardait pour son thé du matin, descendit les 5 étages et le déposa près du chat. L'animal s'approcha et se mit à laper goulûment. En regardant cette petite créature trouver un peu de réconfort, Alice oublia le froid et la faim. C'était dans sa nature, même quand elle n'avait rien, elle trouvait toujours quelque chose à donner. C'est en remontant qu'un bruit la fit sursauter. Un gémissement étouffé, venu d'une ruelle adjacente. Son premier réflexe fut la peur. Une ruelle sombre, un bruit suspect. Tout son instinct lui criait de fuir. Elle recula d'un pas, prête à courir. Mais un deuxième son, plus faible, un râle, la cloua sur place. Ce n'était pas une menace. C'était un appel à l'aide. Prudemment, elle s'avança dans la ruelle, éclairant le chemin avec la lumière de son vieux téléphone. L'odeur d'humidité et de déchets lui prit à la gorge. Et puis, elle le vit. Un homme gisait sur le sol détrempé, à moitié caché derrière des poubelles. Il portait un costume sombre, d'une coupe impeccable, maintenant ruiné par la boue. Son visage était pâle, presque cireux, et une entaille saignait à sa tempe. Il était inconscient. La panique la submergea. Elle chercha de l'aide du regard, mais la rue était vide. Elle voulut appeler les secours, mais l'écran de son téléphone afficha « batterie faible » avant de s'éteindre. Parfait. Elle se pencha sur l'homme. Il respirait à peine. Elle secoua doucement son épaule. « Monsieur ? Vous m'entendez ?» Aucune réaction. Il devait avoir une 30aine d'années. Même dans cet état, il dégageait une aura de puissance. Mais que faisait-il dans une ruelle pareille ? Une voix dans sa tête, celle de la prudence, lui criait de partir. Un homme riche dans un quartier pauvre, ça ne pouvait être qu'une histoire de drogue ou de règlement de compte. Mais une autre voix, plus forte, lui montrait simplement un homme en danger. Elle ne pouvait pas le laisser là. Il ne passerait pas la nuit. Avec une détermination qui la surprit elle-même, elle prit sa décision. Il était lourd, un poids mort. Rassemblant toutes ses forces, elle passa un bras sous ses épaules et tenta de le soulever. L'effort lui arracha un cri. Lentement, pas à pas, elle le traîna hors de la ruelle, titubant sous sa charge. Chaque marche de l'escalier fut une torture. Quand elle ouvrit enfin la porte de l'appartement, Léa poussa un cri d'horreur. « Alice! Mais t'es folle ou quoi? C'est qui, lui? Aide-moi à l'allonger sur le canapé. On discutera après. » À deux, elles parvinrent à le déposer sur le canapé usé, où son costume de luxe semblait encore plus déplacé. « Faut appeler la police », s'exclama Léa. « Non », répondit Alice, essoufflée. « Regarde-le. Il a été agressé, peut-être drogué. Si on appelle la police, ça va nous attirer des ennuis.
C'est encore plus dangereux de le garder ici. Et s'il est recherché? On ne sait rien de lui. Alice nettoya délicatement la coupure à sa tempe avec une compresse humide. En fouillant ses poches à la recherche de papier, elle ne trouva rien. Pas de portefeuille, pas de téléphone. Juste un mouchoir en soie brodé d'un simple dé. On l'a dépouillé, murmura Alice. C'est un vol qui a mal tourné. Elle le couvrit avec leur seule couverture épaisse. Son visage, maintenant propre, était étrangement paisible. Léa, voyant la détermination dans les yeux de son ami, soupira. D'accord. Mais il part demain matin. À la première heure. Je veux pas d'ennui, Alice. On en a déjà assez. Alice hocha la tête, le regard fixé sur l'homme. Elle ne savait pas encore que le destin venait de frapper à sa porte, et que demain, plus rien ne serait comme avant. Au petit matin, l'homme s'agita et ses yeux s'ouvrirent. Des yeux d'un bleu profond, mais voilés par la confusion. Il tenta de se redresser en grimaçant de douleur. Où suis-je? Sa voix était rauque. Alice s'approcha doucement. Vous êtes en sécurité. Chez moi. Je vous ai trouvé hier soir, dans la rue. Il la dévisagea, son regard balayant la pièce modeste, puis revenant sur elle, plein de méfiance. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vous veux rien, répondit calmement Alice, un peu blessée. Je m'appelle Alice. Vous étiez inconscient, je ne pouvais pas vous laisser dehors. Il porta la main à sa tempe, sentant le pansement. Des flashs lui revinrent. Une réunion. Un verre. Un vertige. Puis le noir complet. On vous a volé, expliqua Alice. Vous n'aviez plus rien sur vous. L'homme se redressa, ignorant la douleur. La méfiance avait laissé place à une urgence froide. Je dois partir. Il faut que je contacte quelqu'un. Vous n'êtes pas en état, protesta Alice. Mais il ne l'écoutait déjà plus. C'est à ce moment-là que des coups autoritaires retentirent à la porte. Léa sortit de la chambre, le visage blême. C'est qui? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. N'ouvrez pas, ordonna l'inconnu à voix basse. Mais les coups redoublèrent et une voix traversa la porte. Monsieur Lefebvre? C'est Charles. Nous savons que vous êtes là. Le visage de l'inconnu se détendit. Il fit un signe de tête à Alice. Tremblante, elle alla ouvrir. Deux hommes en costume se tenaient sur le palier. Monsieur Dylan, dit Charles en entrant, soulagé. Son regard passa de son patron à Alice, puis à l'appartement misérable, l'incompréhension se peignant sur son visage. On vous a cherché toute la nuit. Votre traceur GPS s'est réactivé. Vous allez bien? Dylan Lefebvre. Le nom résonna dans la tête d'Alice. Lefebvre. Comme Lefebvre Industries, le conglomérat qui possédait la moitié de la ville. L'hôtel où elle faisait le ménage leur appartenait. Cet homme était le PDG milliardaire dont les journaux parlaient sans jamais avoir de photos récentes. Alice sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dylan ignora son assistant et se tourna vers elle. Son regard n'était plus méfiant, mais intense. « C'est vous qui m'avez trouvé. » Ce n'était pas une question. Alice hocha simplement la tête. « Vous m'avez ramené ici. Seule. » Oui, balbutia-t-elle. Un silence s'installa. Dylan la fixait avec une intensité qui la mettait profondément mal à l'aise. Charles s'éclaircit la gorge. « Monsieur, nous devrions partir. Il faut vous faire examiner. » Dylan acquiesça, sans la quitter des yeux. Il sortit un carnet de chèques, griffonna rapidement quelque chose et le lui tendit. « Pour vous remercier. » Alice baissa les yeux sur le chèque. Le nombre de zéros lui donna le vertige. C'était plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 10 ans. Une fortune pour elle, une aumône pour lui. Un moyen simple d'effacer une dette. Avec un geste qui la surprit elle-même, elle repoussa sa main. « Non, merci. » Dylan haussa un sourcil, surpris. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent, » continua Alice, sa voix retrouvant sa fermeté. « Je l'ai fait parce qu'il le fallait. » Dylan la dévisagea, un demi-sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Il déchira le chèque en deux. « Très bien, dit-il. Dans ce cas, la personne qui m'a drogué vous a peut-être vu.
Vous n'êtes plus en sécurité ici. Quoi? S'exclama Léa. Mais où est-ce qu'on va aller? Charles va organiser votre déménagement, déclara Dylan comme une évidence. Vous viendrez séjourner au domaine le temps que nous réglions cette affaire. C'est une mesure de protection. Je vous dois bien ça. Il n'attendit pas de réponse. Charles, occupez-vous de tout. Je veux que mademoiselle Alice, souffla-t-elle. Que mademoiselle Alice et son amie soient installées au manoir avant ce soir. Sur ces mots, il sortit, laissant derrière lui un silence assourdissant et deux jeunes femmes abasourdies. L'acte de gentillesse d'Alice venait de la propulser dans un monde dont elle ne connaissait ni les codes, ni les dangers. Le domaine Lefebvre était un autre univers. Un manoir de pierre blanche au milieu d'un parc immense, protégé par de hauts murs. Une gouvernante à l'allure sévère, Madame Dubois, les conduisit à une suite plus grande que leur ancien appartement. Léa, passé le choc, était émerveillée. Alice, elle, se sentait comme une intruse. Le luxe l'oppressait. Le soir, elles furent conviées à dîner. Dylan était assis au bout d'une longue table en acajou. À sa droite, une femme d'une beauté glaciale, vêtue d'une robe de créateur, la toisa avec mépris. « Dylan, mon chéri, tu ne nous présentes pas ?» Sa voix était suave, mais ses yeux étaient durs. « Émilie, voici mademoiselle Alice. C'est elle qui m'a aidé, » dit Dylan. « Et son amie, Léa. »« Ah, » fit Émilie. « La Samaritaine. C'est très courageux de votre part de l'avoir ramenée dans votre logis. » Chaque mot était une pique. Alice sentit le rouge lui monter aux joues. Un autre convive se leva pour la saluer, un homme plus âgé au sourire paternel. Bernard Lefebvre, se présenta-t-il. L'oncle de Dylan. Ce que vous avez fait pour mon neveu est héroïque. Son ton était chaleureux, presque trop. Le dîner fut une torture. Émilie ne manqua pas une occasion de souligner le fossé social qui les séparait. Seul Bernard tentait de mettre Alice à l'aise, lui posant des questions sur la soirée du sauvetage avec une curiosité qui semblait sincère. Dylan, lui, parlait peu. Il observait la scène, le visage impénétrable. Par moments, son regard se posait sur Alice, et elle sentait une connexion étrange, un courant silencieux passer entre eux. Les jours suivants, Alice dépérissait dans cette cage dorée. L'oisiveté la rongeait. Un après-midi, alors qu'elle errait dans l'immense bibliothèque, Dylan la rejoignit. « Vous vous ennuyez, » constata-t-il. « Je n'ai pas l'habitude de ne rien faire, » avoua Alice. « Vous m'avez sauvé la vie, » répondit-il doucement. Il lui montra une serre cachée au fond du parc où il cultivait des orchidées. C'était son sanctuaire. Il lui parla de la solitude qui pesait sur lui depuis la mort de ses parents. Pour la première fois, Alice vit l'homme derrière le milliardaire. Elle lui parla en retour de son rêve simple, ouvrir une petite boutique de fleurs. Au fil des conversations, un lien se tissa entre eux. Contre toute attente, elle commençait à tomber amoureuse. Pendant ce temps, l'enquête sur son agression piétinait. Un soir, Alice passa près du bureau de Bernard, dont la porte était entr'ouverte. Elle entendit sa voix, habituellement si douce, devenue dure et sifflante. Non, l'idiot n'a rien vu. Il est trop occupé avec sa petite protégée des bas-fonds. Oui, la fille. Elle devient un problème. Si elle se souvient de quelque chose, il faut s'en occuper. Discrètement. Je veux qu'elle disparaisse. Le sang d'Alice se glaça. Bernard. C'était lui. L'oncle bienveillant était le traître. Soudain, un détail lui revint. La nuit du sauvetage, elle avait marché sur un objet métallique et l'avait mis dans sa poche. Elle courut à sa chambre et vida la poche de son vieux jean. C'était un bouton de manchette. En or, lourd, et gravé des initiales, BLF. Bernard Lefebvre. Elle tenait la preuve. Mais elle comprenait aussi que Bernard savait qu'elle était un témoin. La protection de Dylan s'était transformée en piège mortel. Elle était enfermée dans la maison de l'homme qui voulait sa mort. La panique laissa place à une froide résolution. Elle devait prévenir Dylan. Mais comment? L'oncle avait des espions partout. Le lendemain, Émilie organisa une grande réception de charité, insistant pour qu'Alice soit présente, espérant l'humilier publiquement. Alice accepta.
C'était sa seule chance d'approcher Dylan au milieu de centaines de témoins. Pendant la soirée, Bernard ne la quittait pas des yeux, son sourire paternel masquant mal le prédateur. Il s'approcha d'elle, un verre à la main. « Ma chère Alice, vous semblez bien pensive. » Soudain, un garde du corps s'approcha. « Monsieur Lefebvre, il y a une tentative de vol dans la galerie ouest. » Bernard fronça les sourcils. « Restez ici, ma chère. » Mais Alice comprit. C'était un piège. Ils allaient l'accuser de vol pour la discréditer et l'éloigner de Dylan. Émilie, qui avait tout entendu, s'exclama « Un vol ? Il faut vérifier les sacs de tout le monde. Surtout ceux des nouveaux venus. » Son regard se posa sur le petit sac d'Alice. C'était maintenant ou jamais. Alice se fraya un chemin jusqu'à Dylan. « Dylan, il faut que je te parle. C'est urgent. » « Alice, pas maintenant, dit-il, distrait. C'est à propos de ton agression, insista-t-elle. Son ton l'alerta enfin. Au même moment, Bernard revint, le visage faussement consterné. Dylan. Le collier d'Émilie a disparu. Et un serveur dit avoir vu mademoiselle Alice rôder près de la vitrine. Tous les regards se tournèrent vers elle. C'est faux, cria-t-elle. C'est un coup monté. Le traître, ce n'est pas moi, c'est toi, lança Alice à Bernard, sa voix résonnant dans le silence. Elle ouvrit sa main et montra le bouton de manchette. Je l'ai trouvé dans la ruelle où tu as laissé Dylan pour mort. Le visage de Bernard se décomposa. Dylan regarda le bouton, puis le poignet de chemise de son oncle, où il en manquait un. La vérité le frappa en plein visage. Comprenant qu'il était démasqué, Bernard paniqua. Il attrapa Alice et plaqua un petit pistolet contre sa tempe. Personne ne bouge. Dylan fit un pas en avant, les mains levées. Bernard, calme-toi. Laisse-la partir. Pour que tu m'envoies en prison. L'entreprise devait me revenir. Dylan regarda Alice. Son regard à elle n'exprimait pas la peur, mais une confiance absolue. Profitant d'une seconde d'inattention, Dylan se jeta sur son oncle. Un coup de feu partit dans le plafond. En quelques secondes, les gardes maîtrisèrent Bernard. Charles, l'assistant fidèle, barra la route à Émilie qui tentait de s'éclipser. « Je ne crois pas, mademoiselle. Nous aurons aussi quelques questions pour vous. » Dylan se précipita vers Alice. « Ça va ?» Elle secoua la tête, tremblante. Il la prit dans ses bras. « C'est fini, » murmura-t-il. « C'est fini. Tu es en sécurité. » Quelques semaines plus tard, Bernard était en prison. Émilie avait disparu de la scène publique. Alice, elle, avait quitté le manoir. Elle avait refusé l'argent de Dylan, mais accepté un prêt pour réaliser son rêve. Le jardin d'Alice, sa petite boutique de fleurs, venait d'ouvrir. Un après-midi, la cloche de la porte tinta. Dylan se tenait là, en jean et chemise, l'air plus libre. « J'ai appris que vous remboursiez déjà votre prêt. Vous êtes incorrigible. »« Une dette est une dette, » répondit-elle en souriant. « Je ne suis pas venue pour parler d'argent, » dit-il en s'approchant. « Je suis venue parce que tu me manques, Alice. Le manoir est vide sans toi. J'ai réalisé que ma plus grande richesse, c'est d'avoir rencontré quelqu'un qui a vu l'homme derrière le milliardaire. Quelqu'un qui m'a sauvé de bien plus de manières que tu ne l'imagines. » Il prit ses mains dans les siennes. « Laisse-moi passer le reste de ma vie à mériter ta gentillesse. Je t'aime, Alice. » Des larmes de joie coulèrent sur les joues d'Alice. Elle qui avait commencé son histoire dans le froid et la misère se retrouvait au chaud, aimée pour ce qu'elle était. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent dans la ruelle où tout a commencé. Elle n'est plus sombre et sale. Elle a été nettoyée, éclairée, et les murs sont couverts de fresques colorées. Ils inaugurent un centre pour les jeunes du quartier, financé par une nouvelle fondation dirigée par Alice. Elle n'a pas oublié d'où elle venait. Et lui, grâce à elle, a enfin trouvé un sens à sa vie. Leurs destins ont été changés à jamais, non par la richesse, mais par un simple acte de bonté, un soir de pluie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du courage d'Alice. On se retrouve très bientôt pour un nouveau film.